Bon, l'objectif là du cours, c'est de parler de la fibrillation atriale, surtout aux urgences. C'est vrai que vous êtes souvent, il y a enfin, un peu perdu sur la prise en charge de la fibrillation, à savoir est-ce que j'anticoagule mon patient ou pas, quand est-ce que je l'anticoagule, et surtout combien le patient arrive parce qu'il est symptomatique. Il a une fréquence cardiaque au-delà de 110, il est venu pour malaise, il a des palpitations, il n'est pas très bien. Et du coup, les questions que vous vous posez tout le temps, c'est est-ce que je le ralentis, est-ce qu'il faut le cardioverser, comment je le fais, quels médicaments j'utilise. Donc là, on va essayer de répondre à ces questions assez rapidement en dégageant plusieurs profils de patients qu'on a vraiment tous les jours dans les urgences. OK. Donc, première ECG, vous le voyez bien à peu près sur Pellegrin, c'est bon? Ouais, très bien. Yes. Ouais, nickel. Là-dessus, je reviens, bon, on va revenir très rapidement sur la définition électrocardiographique de la fibrillation atriale. Classiquement, c'est le CG que vous avez ici, il n'y a pas trop de suspense. Absence d'onde P individualisée avant chaque QRS, des QRS qui sont fins avec des intervalles R-R qui sont complètement irréguliers. Si bien sûr la fibrillation atriale elle est associée à un bloc de branche, vous pouvez avoir des QRS qui s'élargissent. C'est vraiment le schéma classique. Vous pouvez avoir des fibrillations atriales, alors c'est pas le cas ici, à grosse maille qui peuvent faire penser à un flotteur, ou alors carrément des flotteurs. De toute façon, si vous hésitez entre une fibrillation atriale ou un flotteur, la prise en charge c'est la même à notre niveau là aux urgences et même au SAU de cardiologie sur l'évêque. Il y a très très peu de différence entre la prise en charge de la fibrillation atriale et du flotteur. Donc, admettons, on a ce patient qui arrive aux urgences. Il a 47 ans, on va dire. Il vient pour malaise. Il décrit des palpitations. Vous lui faites cette ECG, vous tombez là-dessus. Donc, une fibrillation atriale, on va dire là autour de 140, assez variable. Euh, il a aucun antécédent en particulier. C'est un homme de 47 ans. Comment est-ce que vous essayez de le prendre en charge? Qui a quoi comme idée? Est-ce qu'il y en a qui, dans un premier temps, veulent le cardioverser ou d'autres, dans un premier temps, qui préfèrent le ralentir? Sur Pellegrin, vous avez des idées? Ralentir. Ralentir. Ouais. Ralentir, ça me va, effectivement, plus que cardioverser dans un premier temps. Et du coup, pour ralentir ce patient, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme molécule? Vous avez des idées? Digoxine, pourquoi pas? C'est pas celui, on verra après, on reviendra hein, sur toutes les thérapeutiques. C'est pas celui qu'on utiliserait en première intention, mais ça peut tout à fait marcher. Hein. Bêta-bloquant, j'entends là sur Saint-André, ouais. C'est vraiment là-dessus qu'on va privilégier la thérapeutique, à condition que le bêta-bloquant, vous avez des idées des contre-indications des bêta-bloquants là dans la fibrillation atriale comme ça? Il faut Hypotension. que le... De quoi? Le patient, il est hypotendu. Alors, hypotension, oui, on va le rentrer dans les contre-indications. Donc là, c'est pas le cas. Et surtout, ça va être de rechercher, effectivement, j'ai entendu là sur Saint-André, des signes d'insuffisance cardiaque. Ok. Alors, si c'est des petits signes d'insuffisance cardiaque, on peut quand même lancer le bêta-bloquant. Mais le patient qui va avoir un OAP ou alors des œdèmes très volumineux des membres inférieurs ou peut-être sur le plan biologique des BNP hyper augmentés, on va pas se lancer dans les bêta-bloquants et on va privilégier effectivement la digoxine que vous avez annoncé tout à l'heure. Il y a une alternative qui est possible au bêta-bloquant qu'on fait peu en pratique, mais qui est dans les recommandations de l'ESC 2020. C'est les inhibiteurs calciques. Ok. Euh, on revient après sur toute la prise en charge, tout le développement des patients. Maintenant, si vous avez une dame, admettons, c'est celle-ci, qui se présente aux urgences, c'est la même. Par contre, elle a 68 ans, elle est hyper tendue.
Elle arrive, elle est très dyspnéique. Elle décrit des palpitations. Pareil, elle a aussi fait un malaise à la maison. Comment est-ce qu'on la prend en charge? Est-ce que donc là, on a des signes cliniquement, vous avez des signes de déconvention cardiaque gauche et droit. Elle est rapide à 150, elle est symptomatique. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de la cardioverser, d'autres de la ralentir ou de lui faire un choc électrique, je sais pas. Oui, c'est mal toléré là. Il faut cardioverser. C'est mal toléré, ouais, à la fois cliniquement et symptomatologiquement. On peut lui faire un choc électrique pour essayer la glycémie. Donc tu me dis choc électrique, C'est très mal toléré. si c'est mal toléré. Ouais, alors c'est vraiment si jamais la patiente se dégrade devant vous sur le plan hémodynamique, on aura une indication à un choc électrique. Là, la patiente, on va dire qu'elle a 12,6 de tension, elle n'est pas du tout. C'est bien toléré sur le plan hémodynamique, sa fibrillation atriale. Donc, c'est pareil. Il va falloir plutôt la ralentir dans un premier temps, sans forcément la cardioverser. Pour ralentir, donc là on a vu, hein, on a une contre-indication au bêta-bloquant. Donc l'alternative, c'est d'utiliser la digoxine, pour le coup, en première intention. Si jamais la digoxine est inefficace, quelle alternative on va pouvoir faire? Associer, on va dire même. Le myodarone. Ouais, c'est l'accord d'Aaron. L'accord d'Aaron, mais du coup vraiment à viser de ralentir le rythme cardiaque et pas la cardioversion. Si la dame nous parle de ces symptômes, enfin, dans le cadre où la dame nous parle de ces symptômes qui sont évolutifs depuis plus de 48 heures. Parce qu'on va faire l'accord d'Aaron, effectivement, elle est très symptomatique, elle a des signes d'insuffisance cardiaque, il faut la ralentir, mais elle est symptomatique depuis plus de 48 heures, donc on est toujours emmerdé avec l'accord d'Aaron dans son utilisation à ce moment-là, parce qu'on a le risque de cardioversion électrique, pour le coup, avec un retour en rythme sinusal, et du coup un risque thromboembolique qui va être présent. Mais si la patiente est rapide et que c'est mal toléré, il va falloir faire le rapport bénéfice-risque. Et probablement que si la digoxine ne marche pas, qu'elle reste, je ne sais pas, oxygénorécurrente avec des crépitants plein les poumons, il faudra faire l'accord d'Aaron. Il n'y a pas besoin, dans ces conditions-là, de faire de TO ou de TT, enfin de TO, on va dire, pour aller rechercher un thrombus ou de faire d'anticoagulation. De faire une anticoagulation de 3 semaines avant de faire la cardioversion. Parce qu'on a une situation d'urgence avec une patiente qui peut se dégrader. La même patiente, maintenant, qui arrive effectivement avec cette ECG et qui est instable sur le plan hémodynamique, on rentre dans une troisième catégorie de patients, du coup, de patients avec une fibrillation atriale qui est symptomatique, mal tolérée et avec des signes d'instabilité hémodynamique. Et donc là, le traitement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le choc électrique externe avec une sédation procédurale. Ce qui est classiquement recommandé dans le choc électrique externe, c'est d'utiliser du propofol. C'est 0,8 pour ceux qui sont le plus intéressés, on va dire 0,5 à 0,8 mg par kilo de propofol dans ce genre de situation, puisque le propofol est assez hypotenseur. On a une patiente qui est hypotendue, donc on l'utilise vraiment à petite dose. Choc biphasique, 200 joules, synchronisé, pour espérer un retour en rythme sinusal. Peu importe le tableau, que là, on a vu 2 voire 3 patients là, arriver aux urgences avec de la fibrillation atriale. Finalement, avant tout, de se lancer dans une discussion de ralentir le cœur ou de le cardioverser, il y a une chose qui est primordiale à faire, c'est d'essayer de rechercher la cause de la fibrillation atriale. Parce que selon votre cause, on va là aussi se lancer ou non effectivement dans un ralentissement du rythme cardiaque. Ok.
Donc, dans les facteurs déclenchants, c'est vraiment essentiel. À chaque fois que vous avez un patient qui arrive pour une découverte de fibrillation atriale, il va falloir rechercher les facteurs déclenchants. Les facteurs déclenchants, je vous les ai résumés ici. Ceux qui sont en rouge, c'est les plus fréquents, on va dire, mais ils sont très nombreux et ils sont tous aussi fréquents les uns que les autres. Et vraiment, avant de ralentir la fibrillation atriale, il va falloir prendre en charge le facteur déclenchant. Les points particuliers de la cardiopathie ischémique qui ne sont pas encore très clairs dans les recommandations, si c'est un patient qui arrive avec un STEMI ou d'ailleurs un STEMI et qui fait un passage en fibrillation atriale sur un ST+, ou sur un ST-, ce n'est pas très codifié encore la prise en charge, c'est vraiment conjointe avec la vie cardiologique au téléphone et le transfert rapide de la prise en charge de l'ischémie. Il va falloir rechercher de l'hypovolémie, du sepsis, de l'embolie pulmonaire, des épanchements péricardiques. C'est hyper pourvoyeur, les épanchements péricardiques de fibrillation atriale. Si ce facteur déclenchant peut être rapidement résolutif, il n'y a pas forcément derrière besoin de ralentir la patiente et même de la penser à une cardioversion. Ça va rentrer dans l'ordre tout seul. Elle sera vraiment orientée que dans un second temps, très à distance à un cardiologue et qui pourra discuter de faire un holter, de rechercher de l'AFA. Mais en tout cas, à aucun moment, il y aura besoin d'anticoaguler cette patiente par rapport à ce petit passage de fibrillation atriale qui rentre dans un contexte de facteurs déclenchants aigus et non réversibles. Je pense surtout là, chez les petits vieux qui font un épisode de sepsis, qui vont être hyperthermes, qui vont être un peu déshydratés, qui vont faire leur passage de fibrillation atriale, c'est le premier. Il faudra en discuter avec les cardiologues, mais globalement, il n'y a pas d'indication. Si après le remplissage et après le traitement du sepsis, le patient retrouve un rythme sinusal, il n'y a pas besoin forcément de maintenir un traitement antiarythmique ou même d'anticoaguler le patient. Il faudra surtout rechercher les troubles métaboliques. Donc ça, c'est fait avec les prises de sang. L'hypocalémie principalement. Alors, ce n'est pas la petite hypocalémie qui donne des fibrillations atriales, c'est vraiment l'hypocalémie en dessous de 3 qui va être pourvoyeuse de fibrillation atriale. L'hypoxémie, oui. L'ischémie, oui. L'hypothermie, l'acidose, que ce soit lactique ou du diabétique qui fait son acidocétose, ça donne de la fibrillation atriale. L'alcoolisation aiguë, c'est un grand pourvoyeur de fibrillation atriale. Il ne faut absolument pas les traiter. Probablement que vous, en post-soirée, quand on a des palpitations, il y a à peu près 50% de chances que ce soit une fibrillation atriale avec la gueule de bois. C'est pareil, c'est des fibrillations atriales qui ont un facteur déclenchant, qui sont jamais emboligènes, on va dire, et qui ne se traitent absolument pas. Et effectivement, tous les excitants, les amphétamines et les cocaïnes, forcément, ça peut donner des fibrillations atriales. Si on prend un troisième cas, après avoir dit ce qu'on a dit ici, vous avez un homme de 78 ans qui se présente là dans vos urgences avec un tableau d'OAP. Il a une tension artérielle qui se tient, il n'est pas hypotendu, mais bien décompensé sur le plan cardiaque. Là, vous faites le CG, effectivement, on a des QRS fins, on n'a pas d'onde P. Donc on voit une fibrillation atriale, mais qu'est-ce que vous voyez d'autre en plus sur cette ECG ? Vous voyez des choses ? Il y a un petit truc à voir, quand même, un gros truc même. CST, hein. Ouais, on peut parler là, c'est pas de la repolarisation précoce, hein. Enfin, effectivement, ça concerne le territoire antéro-septal. Il n'y a pas de bloc de branche en plus associé qui pourrait faire penser à une repolarisation un peu précoce. Il y a un sus-ST, alors on n'a pas l'impression de voir vraiment miroir, mais en tout cas, il y a des gros troubles de la repolarisation. Donc là, il ne s'agit pas de prendre en charge la fibrillation atriale chez ce patient, mais plutôt de prendre en charge possiblement la cardiopathie ischémique qui est visualisée sur cette ECG. Donc le traitement, ce n'est pas le traitement de l'AFA dans un premier temps, c'est le traitement de déboucher l'artère et donc d'appeler le cardiologue pour transférer rapidement le patient. Si le patient est instable,
Là, effectivement, on peut se discuter de traiter la fibrillation atriale même dans un contexte ischémique, et ce qui est utilisé en général, c'est la cordarone. Pareil, donc là, une patiente hypertherme qui a une tension artérielle qui est basse, à 8,6, vous lui faites un ECG, elle a une fréquence cardiaque à 178, des QRS plutôt fins, pas d'onde P, donc on retient quand même un diagnostic de fibrillation atriale. Il n'y a pas l'air pour le coup d'avoir des troubles de la repolarisation très importants. Il y a par contre des grandes ondes T, on pourrait retenir sur cet ECG. Donc on va aller rechercher des troubles métaboliques. Et surtout, on va aller traiter la cause sous-jacente avant de ralentir ces patientes. C'est vrai que ça, quand le tableau est très criant comme ça, on n'a pas envie de ralentir ces patients aussi, hein. C'est un mécanisme de compensation. Elle a que 8,6 de tension, elle est tachycarde. Finalement, on est plutôt content qu'elle soit tachycarde. Aller faire ralentir une patiente qui est peut-être en choc septique avec des bêta-bloquants, c'est pas ce qui nous saute forcément à l'idée, mais en tout cas, c'est vraiment validé par les recommandations. D'abord traiter le facteur déclenchant et après, on s'intéresse à la fibrillation atriale. Ok, des questions par rapport à ça ou pas? Ça peut être un ECG d'acidose, hein, typiquement. Ça va à peu près. Ouais. Pour résumer, les cas cliniques qu'on vient de voir, c'est cette diapo qui résume vraiment tout. C'est la fibrillation. Donc on est sur une fibrillation atriale avec une fréquence cardiaque qui est supérieure à 110 et qui est symptomatique. On traite pas, enfin, on va pas s'amuser. L'objectif de la fréquence cardiaque, c'est 110, hein. On ne s'amuse pas à ralentir une fréquence cardiaque qui est en dessous de 110. Et on se pose la question de la ralentir si par contre le patient est complètement asymptomatique. On peut très bien laisser la fibrillation atriale sans ralentir et sans cardioverser avec une consultation cardiologique rapide dans la semaine, dans les 2 semaines, pour qu'ils discutent de la prise en charge chez les patients qui sont asymptomatiques. On a d'abord une évaluation, alors c'est comme les infirmiers font les évaluations de flux de 3Q2C, donc qui, quand, comment et quoi, pour surtout rechercher chez quel type de patient on a cette fibrillation atriale et quel facteur déclenchant ou aggravant aurait pu la déclencher. Et en fonction de ces deux réponses, donc soit on s'oriente avec des patients qui ont une bonne tolérance hémodynamique, et à ce moment-là, on va les traiter plutôt par bêta-bloquant, on a vu, ou inhibiteur calcique, mais bêta-bloquant. Ce qui fait choisir de ne pas trop forcer sur les bêta-bloquants, ça va être l'évaluation échographique. À partir du moment où vous avez une atteinte, enfin, un patient qui a une séquelle de cardiopathie ischémique ou qui a une cardiopathie, on va dire de manière générale, sous-jacente, on va plutôt switcher l'étape des bêta-bloquants et aller vers la digoxine et la myodarone. Quoique, on maintient, là vous avez écrit bêta-bloquant Péros, en fait on les maintient, mais on va les introduire avec grande prudence chez les patients qui ont une FEVG qui est inférieure à 40%. Ok. Si par contre vous avez des signes d'insuffisance cardiaque ou d'hypotension, là pour le coup il n'y a pas de bêta-bloquant, c'est digoxine d'emblée. La digoxine, en gros, c'est une demi-ampoule à répéter à 2 heures si ça n'a pas marché, ou une ampoule toutes les 4 heures. Pour retenir, c'est une demi-ampoule par 2 heures ou une ampoule toutes les 4 heures, et c'est max 3 ampoules par jour, je crois. On arrive quand même assez vite à un plateau. Si la digoxine n'a pas suffi à ralentir la patiente ou le patient, c'est surtout donc les cas où on utilise la digoxine, ça va être surtout chez les personnes un peu âgées où on ne sait pas trop s'il y a des cardiopathies sous-jacentes, on ne sait pas bien faire l'écho et on a envie de la ralentir, donc on va privilégier la digoxine. Si la digoxine ne marche pas, elle est passée à l'UHCD et a toujours 150 de fréquence cardiaque malgré les 2 ampoules de digoxine. On peut très bien, comme on a vu, associer la myodarone IV.
Euh, Tous ces médicaments-là, bêta-bloquants, inhibiteurs calciques, digoxine, amiodarone, vous pouvez les associer, il n'y a aucune contre-indication. C'est rare d'en arriver à des associations, moi ça m'est jamais arrivé de faire les quatre, mais ça peut arriver. En tout cas, il n'y a pas de contre-indication à les associer. Et par contre, si le patient est du coup instable sur le plan hémodynamique, on l'a vu, là c'est la cardioversion électrique. C'est de toute façon des patients qui vont avoir en général des cardiopathies sous-jacentes. C'est extrêmement rare de faire une fibrillation atriale avec une défaillance hémodynamique sans cardiopathie sous-jacente. Donc de toute façon, soit on peut se tenter une cardioversion rapide si c'est mal toléré, médicamenteuse, IV, soit si c'est vraiment le patient qui est en choc, faire une cardioversion électrique, comme on a vu. Ok. Donc d'abord, j'ai envie de dire, dans la fibrillation atriale, quel que soit le profil du patient, s'il est symptomatique, ralentir la fréquence cardiaque avec les médicaments qu'on a vus ici. Les bêta-bloquants, ça peut être Péros ou IV. La forme Péros, classiquement, le bisoprolol, vous commencez à la 2,5. Ou sinon, par la forme IV, c'est l'athénolol qui a utilisé en France et dans les urgences. C'est quasiment le seul qu'on a de disponible. Les posologies, elles sont marquées dans le Vidal de tête. L'athénolol, c'est pareil, je crois que c'est une ampoule à passer sur 20 minutes et on peut le répéter une fois. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez choisi votre bêta-bloquant, c'est important c'est logique de maintenir ce bêta-bloquant au long cours et de le titrer pour avoir une fréquence cardiaque adaptée. On a ralenti la patiente ou le patient et du coup se pose la question maintenant de le cardioverser. Qui est-ce qu'on va cardioverser? Donc c'est un peu la toute fin là, de la diapositive. En violet, vous avez contrôlé la fréquence cardiaque entre 80 et 110. Et on va s'orienter vers une cardioversion. Vous voyez, il y a le petit critère immédiate. Donc, quel patient à qui on va pouvoir proposer une cardioversion immédiate? On l'a ralenti. Ça fait 4-6 heures qu'il est dans nos urgences. Il est toujours en fibrillation atriale. Si le patient, effectivement, il nous décrit des symptômes qui sont évolutifs depuis moins de 48 heures, dans l'idéal depuis moins de 12 heures, ça c'est important, donc moins de 48 heures, dans l'idéal moins de 12 heures, et qu'il a un CHA2-VASc qui est inférieur à 1, ces patients-là, ça peut être hyper intéressant de les cardioverser. Parce que derrière, si grâce à la cardioversion médicamenteuse, donc classiquement la myodarone ou la flécaïne, si c'est à utiliser la flécaïne, utilisez-la pas tout seul. Il faut vraiment un avis cardiologique à chaque fois parce qu'il faut faire un coup d'écho avant d'utiliser la flécaïne pour être sûr qu'il n'y ait pas de cardiopathie sous-jacente, qu'il y ait une bonne FEVG, qu'il n'y ait pas de cardiomyopathie ischémique et que le sujet globalement soit jeune. Les personnes âgées, on ne fait pas la flécaïne. Donc la flécaïne toujours avec la vie cardiaque, avec la vie cardio et si on ne sait pas trop, utiliser la myodarone facilement pour cardioverser ces patients. Donc, depuis moins de 48 heures, dans l'idéal, moins de 12 heures, et un CHA2-VASc qui est bas. Là, l'avantage de faire ça, c'est que si votre cardioversion médicamenteuse, elle est efficace, avec la myodarone, alors la myodarone, ça marche, mais en gros, il faut se donner du temps. Vous allez commencer votre première ampoule, potentiellement une deuxième ampoule. Il faut se donner au moins 6, 12, voire 24 heures avant d'avoir l'efficacité de la myodarone. Si c'est efficace, que le patient retrouve un rythme sinusal, il va pouvoir rentrer chez lui avec le maintien de l'antiarythmique et surtout, du coup, pas de cardioversion très retardée électrique et pas forcément d'ablation. Donc on lui évite un parcours de soins un peu plus rocambolesque. Les patients qui ont un CHA2-VASc élevé par rapport à celui qu'on vient de voir là, qui a un CHA2-VASc à 0 ou à 1, on privilégie d'abord une surveillance, on va dire, de 24 heures. Si le patient est toujours en fibrillation atriale dans les 24-48 heures, pas plus de 48 heures en tout cas, parce qu'après on sera forcément obligé de faire 3 semaines d'anticoagulation curative avant de proposer une cardioversion.
Si jamais ces patients-là, donc CHA-2-VASc 1, on les a surveillés dans nos urgences, ils sont toujours en fibrillation atriale, ils n'ont pas de retour en rythme spontané, on peut discuter d'une cardioversion par amiodarone. Avec quand même un petit peu plus de prudence, parce que ces patients qui vont avoir plus le CHA-2-VASc est élevé, plus le risque thromboembolique est élevé, même si la fibrillation atriale date depuis moins de 48 heures. Donc là, en tout cas, ça sera avec l'avis cardiologique, forcément. Il y a des nouvelles recommandations qui sont sorties il y a 3 mois pour la fibrillation atriale. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Elles n'ont pas fait énormément de bruit pour l'instant. Par rapport à ce que je vous ai dit, donc dans ces nouvelles recos, il y a une orientation vers le cardiologue dès le premier passage de fibrillation atriale FA paroxystique ou FA inaugurale. Vous faites le diagnostic, il faut l'orienter sur le cardiologue et il peut leur être proposé d'emblée des ablations, alors qu'avant, on le réservait aux patients qui avaient des FA vraiment paroxystiques ou récidivantes. Parce que la stratégie derrière, c'est de se dire qu'en fait, la fibrillation atriale, c'est la maladie dégénérative de l'oreillette qui devient fibrosée, qui se dilate, et qui du coup vont avoir des perturbations du nœud sinusal, notamment vallédienne pulmonaire. Et plus vous attendez à traiter la fibrillation atriale avec l'ablation, plus ça va être compliqué de le faire et plus les résultats sont mauvais. Plus on le prend en charge précocement par ablation, plus les résultats sont bons et plus c'est facile d'ablater ces patients. Donc ça, c'est un peu les nouvelles recommandations. Ils essayent d'avancer au maximum l'ablation. J'en ai parlé avec des cardiologues de ces recommandations. Ils sont pas hyper chauds pour ablater tous les patients parce qu'il y a quand même c'est pas un geste anodin, l'ablation de fibrillation atriale, il y a quand même pas mal de complications. Donc, pour l'instant, en pratique, c'est pas forcément fait, même si les recommandations ont tendance à préconiser l'ablation de manière assez rapprochée, dès le premier passage de fibrillation atriale. L'autre grande révolution des nouvelles recommandations, c'est le CHA-2-VASc qui disparaît. Maintenant, c'est le CHA-2-VA. Vous n'avez plus le point pour le sexe féminin. Là, il y a les hommes et les femmes qui sont à pied d'égalité. Et donc, tout CHA-2-VA avec un score supérieur ou égal à, on va dire, supérieur ou égal à 2, c'est une anticoagulation curative obligatoire. Si le score CHA-2-VA est égal à 1 ou supérieur à 1, mais pas 2, donc 1, c'est une anticoagulation qui est fortement recommandée. Et CHA-2-VA à 0, ce n'est pas d'anticoagulation. Le patient, les derniers petits points, le premier patient qu'on a eu là, celui qui avait cet ECG-là, l'homme de 47 ans, aucun antécédent, qui fait son premier passage de fibrillation atriale. Il arrive aux urgences, vous avez eu ça. Admettons, on l'a un peu ralenti. Et finalement, il repasse il avait moins de 48 heures de fibrillation atriale et on l'a ralenti. Ça suffit à retrouver un rythme sinusal spontané, hein, ce qui peut largement arriver. C'est un patient qui a un CHA-2-VA à 0. Donc lui, il repart sans anticoagulation. Le CHA-2-VA, je dis ça notamment pour les externes, c'est à utiliser après 4 semaines d'anticoagulation. On refait le point avec le patient et on peut faire le CHA-2-VA. Et à ce moment-là, si le CHA-2-VA est supérieur ou à 1, le patient doit avoir une anticoagulation au long cours. On utilise de manière on utilise le score CHA-2-VA aussi dans cette situation précoce de patients avec un CHA-2-VA à 0 et aucun facteur déclenchant et un premier épisode de FA. Si le CHA-2-VA est à 0, le patient il ressort sans aucun traitement. Le patient de 47 ans là, qui est là, qui n'a aucun antécédent, qui se réduit spontanément aux urgences, juste après l'avoir ralenti, il rentre à la maison sans aucun traitement. Il n'a pas d'anticoagulation, il n'a pas d'antiarythmique, il n'a pas de bêta-bloquant à continuer à la maison. Il a juste une consultation cardiologique à prévoir, presque on pourrait dire dans l'année, quoi. C'est des patients qui ont un risque de récidive
qui est égal à peu près à 50% à 1 an, mais ce n'est pas du tout un problème de l'urgence, c'est un problème du cardiologue de ville qui doit devoir contrôler ce patient de façon régulière pour dépister la fibrillation atriale, mais en aucun cas, il aura de traitement de fond à la sortie des urgences. Ça, c'était déjà le cas dans les recommandations ESC 2020 et c'est vraiment aussi reconfirmé dans les ESC 2024. Ok. C'est un petit peu plus clair ou pas pour la fibrillation atriale sur la prise en charge des patients? Donc, globalement, c'est d'abord ralentir tous les patients et après, quelle molécule on utilise? C'est le sujet jeune qui ne tolère pas très bien, qui est un peu rapide, qui n'a aucun problème cardiaque, bah, poser la question si après le ralentir, il n'est pas réduit de faire de la flécaïne avec le cardiologue ou de la myodarone. Si on le ralentit et qu'il se réduit, bah, pas besoin de maintenir de traitement. Et puis après, toutes les alternatives thérapeutiques possibles en fonction des situations. Et la cardioversion, donc ça va être surtout à proposer chez le patient qui a un SHADVA pas élevé et qui est symptomatique. Et voilà. Ou sinon, c'est à distance et à faire avec le cardiologue tranquille. On cardioverse jamais, hein, je le redis, à un patient qui a plus de 48 heures de symptômes. Hein. Dans tous les cas, là c'est la situation aiguë, urgente du patient qui arrive avec un malaise depuis moins de 48 heures. Si le patient vous dit ça fait 2-3 semaines que je me sens pas bien, que je fais des malaises, la cardioversion, il n'y a pas de cardioversion possible, sauf s'il est instable sur le plan hémodynamique. Hein. Mais il n'y a pas de cardioversion possible avant au moins 3 semaines d'anticoagulation.